Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Dans les événements de cette fin d'année, l'exposition Sergio Leone à la Cinémathèque française que nous évoquerons en compagnie de Gianluca Farinelli, le commissaire de l'exposition. Nous reviendrons sur l'œuvre inépuisable d'Alfred Hitchcock à l'occasion de la grande rétrospective qui lui est consacrée à l'Institut Lumière, ainsi que sur les rétrospectives Elia Kazan et James Caan à la Cinémathèque française et le cycle sur les frères Lumière à la Fondation Pathé, sans oublier les ressorties du mois de décembre. Les fêtes et les cadeaux approchant, nous vous conseillerons quelques idées de DVD Blu-ray, dont l'édition de 1900 de Bernardo Bertolucci, dont nous parlerons avec le journaliste Alex Masson, et le coffret Claude Berry, édité chez Pathé. Notre invité est le cinéaste Jerzy Skolimowski pour la ressortie du Départ dans les salles depuis le 21 novembre. Et tout de suite, on parle des événements, rétrospectives et ressorties. L'événement de cette fin d'année, c'est l'exposition Sergio Leone à la Cinémathèque française qui se poursuit jusqu'au 27 janvier 2019, dans laquelle on retrouve les costumes d'époque des films de Leone, des extraits de scénarios, des maquettes de décors, des photos de tournage et de nombreux extraits de films. Un voyage dans la filmographie à la fois modeste, 6 longs métrages seulement, et colossal de l'un des plus grands créateurs de formes du XXe siècle, réinventant un langage cinématographique qui a inspiré tant de cinéastes depuis. Tout le monde connaît ses films, chacun peut fredonner les musiques inoubliables de son fidèle complice Ennio Morricone, il fait partie de l'imaginaire collectif. Revoir le duel final du Bon, la Brute et le Truand, le prologue d'Il était une fois dans l'Ouest, ou ce plan déchirant des yeux de Robert De Niro retrouvant les germes de son enfance dans Il était une fois en Amérique, provoque toujours d'intenses et d'inoubliables frissons. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir, depuis l'Italie, Gianluca Farinelli, directeur de la Cinémathèque de Bologne et commissaire de cette exposition. Gianluca Farinelli, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, Sergio Leone, ce qu'on apprend, entre autres, dans cette exposition, c'est qu'il était quelque part un enfant de la balle, comme on dit. Son père était comédien et cinéaste et sa mère comédienne. En quoi la carrière de ses parents a-t-elle influencé la carrière du futur cinéaste Sergio Leone ? Un des points pour moi très importants de l'exposition, c'était justement de parler de l'enfance de Sergio Leone et du fait que, comme Tullio Kesich, grand critique italienne, a toujours dit, dans les passeports, Sergio Leone devait mettre à la place de la nationalité les mots cinéma. Parce que, comme vous avez très bien dit, son père était acteur et cinéaste. Il avait dû même changer son nom parce que ses parents ne voulaient pas qu'il devienne acteur. Et donc, il avait un nom d'acteur, Roberto Roberti. Et sa femme aussi était actrice. Et ils avaient même tourné en 1913 un film western qui s'appelle Vampire indienne, et dans lequel sa mère jouait et son père était le directeur. Sergio Leone a toujours pensé de faire le metteur en scène, grâce à son père qui a eu des problèmes à partir surtout de la fin des années 20, du début des années 30. Le fascisme lui avait empêché de continuer à travailler. Et donc, c'est possible que dans la tête de Sergio Leone, il y a aussi un peu le désespoir de son père de ne pas pouvoir travailler. Et ça correspond exactement à la naissance de Sergio et Sergio raconte que son père l'a amené à Cinecittà, ses amis étaient des metteurs en scène, étaient des acteurs. Et donc très très jeune, Sergio n'est pas seulement découvre le cinéma en salle, mais il découvre le cinéma qui se fait sur un plateau. Et puis, après la guerre, Sergio naît en 1929, donc à la fin de la guerre, il est tout jeune, et Sergio fait partie de ces Italiennes qui découvrent Hollywood et il reste subjugué de ce cinéma-là. Et le cinéma devient sa culture et sa façon de regarder les films, de regarder la vie.
Et donc, dans l'exposition, on retrouve Sergio Leone, pas seulement assistant de son père très jeune, mais aussi sur le plateau de voleurs de bicyclette, où il joue un petit rôle de jeune prêtre, et il est aussi assistant bénévole de Vittorio De Sica sur le plateau de ces films incroyables, et il dit: s'il y a un metteur en scène qui m'a vraiment auquel je dois beaucoup, c'est Vittorio De Sica. Et pourquoi? Parce que en regardant dans les plateaux, dans l'exposition, on a mis beaucoup de photos des plateaux de tournage, et on retrouve exactement comme faisait Vittorio De Sica, qui était présent dans tous les détails d'un film, qui vraiment jouait tous les rôles avant les acteurs et qui dirigeait les acteurs d'une manière extrêmement précise. On revoit tout ça dans les méthodes Leone, qui est présent partout sur le plateau, et qui notamment travaille énormément avec les acteurs en changeant leur façon de jouer. Parce qu'en effet, même les acteurs qui sont très fameux, comme le cas de Harry Fonda, est très différent sur les films de Sergio Leone. Il joue un rôle qui est pratiquement l'inverse du rôle qu'il a joué pendant toute sa carrière. Alors, après avoir été assistant pendant de nombreuses années, il passe à la réalisation, avec le western évidemment, et pour une poignée de dollars. Alors, on a souvent discuté de la place de Sergio Leone dans l'histoire du western. Quelle est-elle selon vous? Essentiel parce que quand il arrive un poignée de dollars, le western est en train de mourir aux États-Unis, est en train de renaître en Europe, mais grâce au film de Sergio Leone, une nouvelle façon de regarder le West et de raconter cette épopée est née. C'est ça l'aspect le plus incroyable de l'aventure de Sergio Leone. Quelqu'un qui pratiquement ne parlait pas anglais, qui était vraiment un citoyen de Rome, du Trastevere, d'un quartier populaire, et qui avait admiré le mythe américain à travers les livres, à travers les films, et qui arrive à faire entrer la modernité en tout ça. Parce que dans le Ouest de Sergio Leone, il y a d'un côté la réalité, chose qui rarement était présente dans les films hollywoodiens. Il y a cette idée de la réalité très forte dans le Ouest de Sergio Leone, qui est le résultat d'une recherche dans tous les détails. Il y a une dimension viscontienne qui devient de plus en plus importante. Il y a aussi cet aspect dans la courte filmographie de Sergio Leone, que le passage d'un film à l'autre, c'est un passage énorme. À chaque film, Sergio Leone essaye de reconsidérer tout, de faire tout d'une manière plus importante, plus complexe, plus profonde. Oui, et s'il y a autant d'écart, comme vous dites, entre les films, on s'en rend bien compte dans l'exposition, c'est qu'on découvre aussi, à un point qu'on ne soupçonnait peut-être pas, son obsession du détail et de la documentation pour ses films, qui pouvait lui prendre parfois des années. Absolument. Il travaille, les cas exemplaires, il était une fois en Amérique, il commence à travailler sur ses films en 1968, et les travail sur ces films, c'est au niveau de la production, de l'histoire, et donc il travaille avec plusieurs scénaristes pour approfondir des personnages ou de thèmes ou de couleurs qu'il avait en tête. Il change les acteurs, il recherche les acteurs, il change les acteurs, il change encore une fois le scénario. Les films deviennent de plus en plus monumentaux, mais en même temps, il se nourrit de recherche historique, donc de recherche de décors, de recherche sur les vêtements, sur les meubles, sur tous les détails, du film, qui est une espèce d'anthologie du XXe siècle et dans lesquels on peut retrouver tout,
de Proust jusqu'aux les grands peintres ou les grands photographes américains du XXe siècle. Tout cela n'était pas possible sur le tournage pour un poignet de dollars. Mais quand même, même sur un poignet de dollars, qui est un film qui est fait sans argent, parce que c'est fait avec l'argent épargné par une production de série B qui avait épargné un peu de films, un peu de sous sur un autre film qui avait été déjà tourné en Espagne. Donc vraiment un film misérable au point de vue économique, au point de vue du budget. Quand même, c'est un film qui est tellement plein de génie sur tous les détails et qui fait sa propre force, propre à partir de la pauvreté. Donc les décors sont trépés, mais ils sont construits d'une manière qui est pas seulement ingénieuse, mais qui est totalement, qui permet de développer au mieux l'histoire, avec un choix d'acteurs, de visages, de figures vraiment exceptionnelles, et avec l'invention du nouveau cinéma qui est fait avec les images et les sons. Et là, je vois un rapport très fort avec son père. Moi, je pense que le cinéma, le film de Sergio Leone sont la plénitude du cinéma sonore, mais il y a quelque chose qui vient aussi du muet, qui est l'importance des images, les valeurs des images. Chaque photogramme, chaque scène a une force visuelle, graphique, presque extraordinaire. Et tout est pensé, les choix des acteurs, les choix des costumes, des vêtements, des situations, de décor, tout est pensé pour une extrême simplicité visuelle qui donne une force exceptionnelle aux images, comme c'était dans le muet. Parce que cette force figurative du muet, du cinéma muet, qui était la seule force du cinéma, la grande force du cinéma muet, revient dans ces cinémas qui on peut dire c'est un des premiers grands postmodernes, mais qui sait utiliser au mieux l'histoire du cinéma. Alors, dans l'exposition, vous consacrez une pièce entière à Il était une fois en Amérique. Selon vous, est-ce son film le plus important et, comme certains le disent, et je suis le premier à le penser, l'un des plus beaux films du monde? Oui, je pense aussi. Je pense que c'est pas un film, c'est toute une vie, c'est un siècle, c'est un film d'une incroyable générosité, c'est un film dans lequel l'impossible arrive. C'est un film qui a changé la vie des gens qui ont participé. Moi, j'ai eu le privilège de pouvoir restaurer la version longue du film qui a été présentée à Cannes il y a quelques années. Et j'étais assise derrière Robert De Niro et James Woods. Et à la fin de la projection, ils n'avaient pas même la force de se lever. Et puis finalement, ils se sont levés, ils pleuraient tous les deux. Et ils ont dit clairement, c'est une partie fondamentale de notre vie. Ces films qui paraissaient ne jamais terminés et qui allaient tellement en profondeur en traversant la vie de tous et en touchant les grands thèmes pas seulement du cinéma, les grands thèmes de la vie. Est-ce que vous pensez que Sergio Leone a connu de son vivant la reconnaissance qu'il méritait? Parce que c'est tout l'intérêt aussi de cette exposition, c'est qu'on découvre ses influences picturales, ses influences littéraires, Shakespeare, Tolstoï ou Dostoïevski, entre autres. Donc c'était un homme très érudit aussi, et ce n'est pas forcément l'image qu'en avait tout le monde à l'époque, parce qu'il faisait aussi un cinéma franc, on va dire, direct, que certains, à tort, à mon avis, ont qualifié de simpliste. Mais en tous les cas, est-ce que, évidemment, Sergio Leone est incontournable aujourd'hui? Est-ce que c'était le cas de son vivant? Et est-ce que aussi vous pensez, comme le dit Giuseppe Tornatore dans votre exposition, il pensait grand? Absolument. Il pensait grand et ça, je pense, c'est un des éléments fondatifs du cinéma. Le cinéma est grand. Puis on peut le faire très petit et ça peut être génial aussi. Mais quand même, une des armes essentielles du cinéma, c'est la grandeur. Et au fond, c'est autour de la grandeur qui
qui peut continuer à exister, le cinéma encore aujourd'hui, vu que chacun peut avoir son cinéma chez lui ou même dans sa main. Mais la grandeur d'une salle de cinéma, d'un écran, d'un spectacle vu avec beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas dans les noirs, ça c'est le cinéma que nous avons connu et c'est le cinéma qui était dans la tête de Sergio Leone et bien évidemment dans la tête de ses parents. Et la carrière de Sergio Leone est très bizarre, c'est-à-dire une italienne qui réinvente le mythe américain et qui enseigne aux grands metteurs en scène américains de comment réécrire l'histoire de leur propre pays, qui a un succès énorme, qui est, on peut dire, c'est le cinéaste au monde plus imité. On retrouve continuellement dans le cinéma d'aujourd'hui, sud-américaine, européenne, extrême orientale, on retrouve des idées de Sergio Leone, des inventions de Sergio Leone, il avait tout copié, mais il avait su tout réinventer et il est extrêmement copié encore aujourd'hui. À l'époque, la critique, notamment la critique italienne, l'a considéré comme un cinéaste populaire sans beaucoup d'intérêt. Et la chose la plus étonnante, c'est qu'il n'a jamais reçu un prix important, pas même une candidature aux Oscars, rien. J'ai beaucoup voulu faire cette exposition en France, parce que la France est un pays qui a reconnu, dans lequel la critique a largement reconnu les valeurs du cinéma de Sergio Leone. C'est le pays du cinéma et je voulais vraiment commencer cette exposition que j'espère puisse traverser un peu le monde, qui l'année prochaine viendra en Italie, mais je voulais vraiment commencer en France, à Paris, parce qu'en Italie, encore aujourd'hui, on a du mal à reconnaître la valeur, la complexité du cinéma de Sergio Leone. Eh bien, l'occasion est donc parfaite pour aller découvrir cette exposition et voir à quel point Sergio Leone était un immense cinéaste. Merci beaucoup Gianluca Farinelli d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que l'exposition sur Sergio Leone se poursuit à la Cinémathèque française jusqu'au 27 janvier 2019. Merci beaucoup. Merci. J'ajoute que plusieurs ouvrages sur Sergio Leone sont publiés actuellement, ainsi qu'un livre d'entretien avec Ennio Morricone, intitulé Ennio Morricone, Ma musique, ma vie, édité chez Séguier. Des entretiens que le compositeur a partagé avec Alessandro De Rosa, un compositeur lui-même. Le livre devrait donc ravir les mélomanes et les amateurs de musique, car Morricone décortique en détail ses compositions, la place de tel instrument, de telle sonorité. C'est un livre donc formidable pour tous les amateurs de musique. Morricone évoque évidemment son travail avec les nombreux cinéastes avec lesquels il a travaillé, français, italiens, américains, et en particulier, bien sûr, on vient d'en parler, Sergio Leone, son grand ami, pour lequel il a composé tous ses films. Ennio Morricone dit à un moment donné dans le livre que Sergio Leone adaptait sa mise en scène à sa musique, enregistrée avant le tournage. C'est un cas quasiment unique dans l'histoire du cinéma, notamment pour la scène de l'arrivée de Claudia Cardinal à la gare dans Il était une fois dans l'Ouest, une méthode très peu conventionnelle qui a donné le résultat que l'on sait. Ces musiques écrites pour Leone n'étaient d'ailleurs pas ses meilleures selon lui, mais c'est Sergio Leone qui les mettait le plus en valeur. À les réécouter, difficile de lui donner tort.
Dans les autres événements de cette fin d'année, la rétrospective Alfred Hitchcock à l'Institut Lumière jusqu'au 12 février 2019. Plus de 40 longs métrages, presque toute la filmographie en fait du cinéaste est proposée avec des films en ciné-concert, des rencontres, des invités qui viendront, Jean Douché, Serge Toubiana, Dominique Paillet notamment, viendront parler d'Alfred Hitchcock. On a tout dit évidemment sur Alfred Hitchcock depuis tant d'années, mais on va quand même un petit peu s'intéresser à quelques points de son œuvre qui nous semblent incontournables. D'abord, l'image de maître de suspense à laquelle on l'a trop souvent réduit, qui est rentrée dans le langage courant, une appellation donc réductrice, car l'œuvre hitchcockienne dans ses thématiques va bien au-delà du simple thriller, mais elle est juste tant le suspense chez Hitchcock est l'un des moteurs de sa création. Le suspense, il y en a partout chez Hitchcock. Dans Les Oiseaux, Tippi Hedren s'assoit dans la cour de l'école du village où l'on entend les enfants chanter. La caméra reste sur elle pendant un moment, puis elle regarde autour d'elle et voit un corbeau. Elle continue à fumer et quand elle regarde à nouveau, elle voit tous les corbeaux assemblés. La célèbre scène de La mort aux trousses où l'avion pourchasse Cary Grant dans un champ de maïs et par le choix du décor et du découpage, le contre-exemple absolu de la classique scène à suspense. Dans Le crime était presque parfait, Hitchcock filme simultanément le coup de fil du mari à sa femme et la tentative de meurtre de celle-ci. Et l'effet produit ainsi un suspense double. Le mari va-t-il réussir son coup ou sa femme va-t-elle survivre? Quant à Psychose, c'est le film de suspense à part entière. Le cinéma d'Hitchcock est avant tout visuel. Alors qu'Hitchcock avait la particularité saugrenue de ne jamais regarder dans le ton de la caméra. Les idées visuelles qui jalonnent toute sa filmographie fascinent encore. Le long travelling des enchaînés qui nous amène à la clé tant convoitée. Le meurtre qui se reflète dans le verre des lunettes de la victime dans L'inconnu du Nord Express. L'inquiétant verre de lait de soupçon éclairé par un projecteur dissimulé à l'intérieur. La première apparition menaçante de Grace Kelly dans Fenêtre sur cour et le meurtre de la jeune femme dans Frenzy, filmé hors champ, alors qu'à quelques mètres, la rue grouille de gens ignorant l'horreur qui est en train de se jouer. Pour parvenir à une telle virtuosité, Hitchcock usait du véritable tour de force technique. Pour la corde, il décida de tourner le film en plan séquence de 10 minutes chacun, la durée d'une bobine de 300 mètres, en utilisant des raccords invisibles afin de masquer les coupes, un personnage qui passe devant l'objectif. L'ensemble forme un long plan d'1h45. En vogue au début des années 50, il utilise le relief anaglyphe dans Le crime était presque parfait. Pour exprimer visuellement le vertige de James Stewart dans Vertigo, Sueur froide, il inventa un système nommé le transtrave qui consiste à opérer simultanément un zoom avant et un travelling arrière. Un procédé qui sera repris plus tard par Spielberg dans Les Dents de la Mer et dans de nombreux autres films. Psychose est une expérimentation technique totale, Hitchcock tournant un long métrage de cinéma avec son équipe de télévision en filmant la célèbre scène de la douche avec 70 positions de caméra pour 45 secondes d'image. Quant aux oiseaux, les trucages de l'époque étaient révolutionnaires, surtout au niveau sonore, car les bruits électroniques des oiseaux amplifiaient la dimension fantastique du film. On reconnaît les grands cinéastes à leur obsession du détail. Chez Hitchcock, elle est omniprésente. En grand manipulateur, il savait parfaitement intégrer tel ou tel élément pour faire rebondir l'action et rendre une situation plus ambiguë. Il appelait cela « remplir la tapisserie ».
Dans La Loi du silence, lorsque Montgomery Clift quitte la salle du tribunal, on voit au milieu de la foule une grosse femme assez répugnante manger une pomme dont le regard exprime la curiosité malveillante du public. Dans Vertigo, le médaillon de Madeleine sur le cou de Judy fait comprendre à James Stewart que Madeleine et Judy sont la même personne. Dans L'ombre d'un doute, la fumée noire qui échappe de la cheminée de la locomotive à l'arrivée de l'oncle Charlie, joué par Joseph Cotten, annonce la venue d'un personnage malfaisant. Et la somme de détails pour raconter un personnage. Au début de Fenêtre sur cour, la caméra glisse sur le visage de James Stewart en sueur, puis sur une table où l'on voit l'appareil photo brisé sur une pile de magazines, et sur le mur, des photos de voitures qui se retournent. En un seul plan, on apprend qui est le personnage, quel est son métier et ce qui lui est arrivé. How's your leg? Hurts a little. And your stomach? Empty as a football. Do you love life? Not too active. Anything else bothering you? Who are you? Sans conteste, Hitchcock était le réalisateur star du XXe siècle, un des très rares à être connu du grand public, non seulement à travers ses films et ses apparitions fameuses, mais aussi à travers son image publicitaire. Dès 1954, il lance la série Alfred Hitchcock présente, où sa silhouette apparaît à chaque début d'émission et dans lequel il raconte l'histoire de l'épisode à venir dans des mises en scène farfelues. Sa notoriété et son pouvoir étaient tels qu'il pouvait exiger du spectateur qu'il arrive à l'heure de la projection de Psychose, sous peine de se voir refuser l'accès à la salle. Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. Le réalisateur star, maître du suspense et cinéaste virtuose, était aussi un personnage complexe, qui aimait projeter ses fantasmes à travers ses films, qui recèlent une grande part d'érotisme plus ou moins visible. Dans Les Enchaînés, le cinéaste, déjouant habilement la censure, fait durer le baiser entre Cary Grant et Ingrid Bergman pendant de longues minutes alors qu'ils sont en mouvement. De film en film, certaines images vont devenir purement sexuelles. Le dernier plan de La mort aux trousses où le train s'enfonce dans le tunnel insinue l'acte sexuel des deux amants. Mais la dimension érotique la plus bouleversante est sans conteste dans Vertigo. Hitchcock le résume merveilleusement. Tous les efforts de James Stewart pour recréer la femme cinématographiquement sont montrés comme s'il cherchait à la déshabiller au lieu de la vêtir. Par la suite, la sexualité de moins en moins suggérée éclatera dans Psychose, Pas de printemps pour Marnie et Frenzy, où elle prend une tournure déviante et pathologique. Le sexe et la mort seront inextricablement mêlés, comme le proclamait Truffaut dans une formule désormais célèbre. Toutes les scènes d'amour sont filmées comme des scènes de meurtre et toutes les scènes de meurtre sont filmées comme des scènes d'amour. Les actrices, objets des fantasmes et frustrations hitchcockiens, ont connu tour à tour différents profils. Les jeunes demoiselles qui vont découvrir la perte de l'innocence, Tirzah Wright dans L'ombre d'un doute, les meneuses au tempérament affirmé, Tallulah Bankhead dans Lifeboat, Ingrid Bergman et Grace Kelly, les deux images de la femme hitchcockienne tantôt séductrice, tantôt fragile, et la femme objet, Tippi Hedren dans Les oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. Pour l'anecdote, Hitchcock avait pensé à Vera Miles pour jouer Madeleine dans Vertigo. Enceinte, l'actrice dut, la mort dans l'âme, décliner. Hitchcock choisit à contre-cœur Kim Novak. L'histoire du film et du tournage se confondent alors étrangement. Un metteur en scène oblige une actrice de remplacement à imiter l'actrice initialement choisie. I'm not mad. I don't want to die. There's someone within me and she says I must die. Oh, Scotty, don't let me go. I'm here. I've got you. I'm so afraid. Don't leave me. Stay with me. All the time.
La Fondation Pathé propose pendant les fêtes de Noël de se plonger dans la magie des films des frères Lumière du 22 décembre au 8 janvier 2019 en collaboration avec l'Institut Lumière de Lyon. Un programme fascinant donc que propose la Fondation à ses spectateurs. Alors évidemment c'est un véritable témoignage de la fin du 19e siècle, à partir de 1895, l'invention du cinématographe, il y a déjà 124 ans maintenant. Les frères Lumière donc vont tourner de très nombreux films à partir donc de la fin du 19e siècle. Pendant des années, ils vont capter des images à travers toute la France, dépassant même les frontières pour traverser le monde. Impensable auparavant, les Français sont ainsi les témoins du couronnement du tsar Nicolas II de Russie. Des opérateurs sont même formés pour manipuler l'appareil de prise de vue. Et puis des reporters vont se faire connaître, notamment Gabriel Vert, qui entraîne les premiers mouvements de caméra pour créer des images complètement dépaysantes, des images assez fascinantes qui étaient déjà à l'œuvre dans la très belle exposition sur les frères Lumière il y a quelques temps. Donc c'est une très belle programmation. On pourra y découvrir la France de Lyon à Paris, la famille, les enfants, les animaux, un monde nouveau, la France qui voyage, des séances spéciales aussi qui tiendront à l'ouverture du cycle le samedi 22 décembre. Une très belle programmation donc à découvrir à la Fondation Jérôme Sédou Pathé jusqu'au 8 janvier. À la Cinémathèque française, la rétrospective Elia Kazan qui se poursuit jusqu'au 2 janvier. D'origine grecque, Elia Kazan émigre aux États-Unis avec sa famille quand il était enfant. Il fut d'abord un metteur en scène de théâtre durant les années 40 et 50, adaptant les pièces de Tennessee Williams et Henry Miller avant d'entamer sa carrière de cinéaste avec Le Lys de Brooklyn en 1945. Le Mur invisible qu'il réalise en 1947 avec Gregory Peck est l'un des premiers longs métrages à aborder frontalement l'antisémitisme. Le cinéma de Kazan portera alors une couleur sociale et politique revendiquée, que ce soit en filmant la mainmise de la mafia sur les dockers new-yorkais dans Sur les quais ou la dérive des médias dans Un homme dans la foule. Kazan, fondateur de l'Actors Studio, fut un très grand révélateur d'acteurs. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr Marlon Brando, qui trouvera certains de ses plus grands rôles chez Kazan, de Sur les quais à Viva Zapata en passant par Un tramway nommé Désir, ainsi que James Dean, immortalisé à jamais dans À l'Est d'Éden. Kazan, c'est aussi bien sûr le cinéaste controversé qui dénonça certains de ses camarades communistes lors de la terrible chasse aux sorcières du sénateur McCarthy, une image à jamais ternie pour une partie du monde du cinéma qui n'acceptera pas de se lever pour lui rendre hommage lors de la remise de son Oscar d'honneur des mains de Martin Scorsese et Robert De Niro. Après les fastes années 50 et 60, Elia Kazan quittera progressivement le chemin des plateaux jusqu'à son dernier film, Le Dernier Nabab en 1976, œuvre mélancolique inspirée de la vie du célèbre producteur Evin Thalberg, qui ressort également dans les salles le 12 décembre. Take 5. Action! Which one, Monroe? Take 6. But there's not a $2 million gross in the country right now. Don't forget, we're in the middle of a depression. I know that. How do you think I look on the screen? You're going to be beautiful. Let's do it again. Isn't she a terrible bitch? You can't handle it. I mean, we both came from nowhere, from nothing, right? Right. This is America. Look at this office. Look at you. I'm dangerous. Watch your step. I heard you were writing a script. Here it is. I suppose the girls are all after you to put them on the screen. They've given up. I don't think that I have more brains than a writer. I just think that his brains belong to me. Sure you do. Do you ever go to the movies? Should I? Millions of people do. Why? Because movies are necessary to them. I give them what they need. What do you need? It's my life. Star! Star, I want copyright protection for the scene I just wrote. I've found the drunken writer and the producer! Et toujours à la Cinémathèque, citons également la rétrospective consacrée à l'acteur James Caan en sa présence du 5 au 17 décembre. On pourra notamment redécouvrir les films phares de la carrière du comédien, évidemment Le Parrain de Coppola, mais aussi Rollerball de Norman Jewison, Le Solitaire de Michael Mann,
Misery, bien sûr, de Rob Reiner, ou encore The Yards de James Gray. Une très belle programmation donc à découvrir en sa présence. Du côté des ressorties, débutons avec Les Chasses du Comte Zaroff, co-réalisé par Irving Pichel et Ernest Schoedsack, réalisé en 1932, qui ressort le 5 décembre en version restaurée. Film interprété par Leslie Banks, Joel McCrea et Fairway. Un rescapé d'un naufrage trouve refuge sur une île habitée par le mystérieux comte Zaroff, qu'il recueille dans son immense manoir isolé. Il y trouve un homme et sa sœur, également recueillis par le comte, qui le mettent en garde à propos des manigances de Zaroff. Ernest Schoedsack sortira avec son complice Marianne Cooper, le fameux King Kong bien sûr, avec Fairway déjà en vedette. À noter que les deux films ont été tournés simultanément dans les mêmes décors de forêt. Les Chasses du Comte Zaroff est un film qui a eu un peu de mal à se monter au départ, avec le soutien du producteur David O. Selznick. Schoedsack et Pichel proposent ce petit film d'aventure à l'air chaos qui finit par accepter sans grand enthousiasme. Alors en le revoyant aujourd'hui, on peut constater que l'interprétation assez théâtrale des acteurs a plutôt mal vieilli, mais on demeure toujours happé par l'ambiance envoûtante du film et ses décors impressionnants, la jungle épaisse et son enchevêtrement de broussailles, les marécages embrumés et la demeure gothique de Zaroff qui ont inspiré par la suite de nombreux cinéastes. Et puis ce personnage fascinant, sadien dans son cruel raffinement, qui, lassé des gibiers courants, attire les naufragés sur son île afin de les chasser. Une métaphore de notre propre animalité, très audacieuse pour l'époque, dans laquelle l'homme demeure le prédateur absolu. Welcome to my poor fortress. I am Count Zaroff. Here on my island, I hunt the most dangerous game. Only after the kill does man know the true ecstasy of love. God made some men poets, some he made kings, some beggars. Me he made a hunter. Oh, what are they going to do? I'm going to be hunted. No, Miss Trowbridge. Outdoor chess. C'est arrivé demain de René Clair, réalisé en 1944, sort le 12 décembre en version restaurée avec Dick Powell, Linda Darnell et Jackie Hockey. Dick Powell interprète un journaliste new-yorkais qui reçoit chaque jour de façon inexplicable le journal du lendemain. Il profite de la situation et coiffe sur le poteau des scoops de tous ses confrères, jusqu'au jour où il découvre son nom dans la rubrique nécrologique. René Clair avait quitté la France en juin 1940 et s'était exilé à Hollywood où il réalisa en tout 4 longs métrages, dont ce film, C'est arrivé demain. Les droits de l'histoire étaient détenus à l'origine par Frank Capra et venaient d'être repris par Arnold Pressburger qui confia alors l'écriture du scénario à René Clair et Dudley Nichols. Ce n'est pas d'ailleurs surprenant que Capra ait à un moment donné voulu réaliser ce film, tant il ressemble à certaines de ses œuvres dans le ton, dans le style aussi. Une production plutôt modeste pour l'époque, mais C'est arrivé demain, sans être un chef-d'œuvre du genre, demeure un savoureux divertissement porté par l'abattage de ses comédiens et le charme gracieux de Linda Darnell. Et on termine dans les airs, c'est le cas de le dire, avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, co-réalisé par Jim Abraham, David et Jerry Zucker, réalisé en 1980, qui ressort le 26 décembre avec Robert Hayes, Julie Haggerty et Leslie Nielsen. Un des films les plus joyeusement débiles de l'histoire du cinéma, une parodie hilarante rentrée au panthéon du genre, un sommet de nonsense avec ses gags en tout genre et ses situations cinéphiles improbables. On ne se lasse pas de ce voyage catastrophe en totale roue libre où toutes les énormités sont permises, qui a influencé de nombreux comiques après, on pense notamment aux nuls qui l'ont souvent revendiqué. Et le film est aussi la révélation tardive de l'un des acteurs sérieux les plus drôles d'Hollywood, Leslie Nielsen, qui triomphera quelques années plus tard dans le costume de l'inspecteur Frank Drebin de la série des Naked Gun, des Y a-t-il un flic. Encore merci et bonne chance. Roger, d'un verre. Nous avons un invité. Bonjour. Bonjour. Le commandant à vous, Monsieur Murdoch, Monsieur Basta, Monsieur Joy Hammond. Bonjour, Joey. Approche-toi, tu verras mieux. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes? Oh oui alors, il est chouette.
Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Vous ne voulez pas que je contrôle la météo? Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Bon, il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Non, il n'a qu'à rester un peu si ça l'amuse. Ah oui. C'est d'accord si tu restes bien sage. Vol 209 à tour de contrôle d'Anvers. Montons à 42 000 pieds pour vol de croisière. Reprenons contact à la verticale de Lincoln. Terminé. Attends un peu, je te connais, toi. Tu es Karim Abdul-Jabbar. Tu fais partie de l'équipe de basket des Tigres de Los Angeles. Je suis désolé, mon petit bonhomme, mais tu dois confondre. Je m'appelle Roger Murdoch et je suis copilote. Non, tu es Karim, je t'ai vu jouer souvent. Mon père a une carte d'abonnement. Je crois que tu devrais retourner t'asseoir, Joey. Hein, Clarence? Mais non, il ne dérange personne, ce petit. Voyons, laissez tranquille. Très bien, mais n'oublie pas que je m'appelle Roger Murdoch et que je suis pilote. T'as la classe d'un grand joueur, mais mon père dit que tu travailles pas assez ta défense. Et il dit aussi que t'as plutôt tendance à t'endormir sur le terrain. Et qu'en dehors des mi-temps, on sent que tu fais pas beaucoup d'efforts. On dit ça. Écoute, Joey, ça fait des années qu'on me débite ce genre de conneries. Seulement la nuit, moi je suis là à me creuser les méninges. Dis à ton vieux de faire piloter ses idoles pendant 24 heures et on en reparlera. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Jerzy Skolimowski fait partie de cette nouvelle vague polonaise qui a débuté au début des années 60, étudiant à la fameuse école de cinéma de Łódź. Remarqué en Europe grâce à ses premiers longs métrages tournés en Pologne, Skolimowski se voit proposer la réalisation du Départ en Belgique avec Jean-Pierre Léaud en tête d'affiche. Un film énergique et trépidant qui voit un Léaud presque cartoonesque tenter par tous les moyens d'obtenir une voiture pour un rallye qu'il veut disputer à tout prix. Il rencontre alors une jeune femme, jouée par Catherine Duport, qu'il va entraîner dans cette emballante valse automobile, magnifiée par le noir et blanc tranchant de Willy Curran et la musique jazzy de Christophe Komeda, et pour lequel Skolimowski remporta l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Nous avons rencontré le cinéaste lors du dernier festival Lumière à Lyon, où il présentait Le Départ ainsi que Walkover, son deuxième long métrage polonais. Good morning, Mr. Skolimowski. Thank you very much for... Bonjour Monsieur Skolimowski, merci beaucoup d'être notre invité dans notre émission Flashback. Pour commencer, comment avez-vous tourné le film Walkover et pourquoi avez-vous joué le personnage principal? Well, first of all, I was surprised that the film is still quite watchable. You know, it was made more than 50 years. Tout d'abord, je suis surpris que le film soit encore regardable. Je l'ai fait il y a plus de 50 ans. J'étais un jeune homme à l'époque. Pourquoi je l'ai fait? C'était la continuité du tout premier film que j'avais réalisé en tant qu'étudiant au cinéma. Je voulais profiter de chaque opportunité pendant mes 4 ans d'études à l'école de cinéma de Łódź. Et j'essayais de tourner une petite partie à chaque fois du même film. In order to do it, I had to decide that I will play the main part because there was no actor who would keep the appearance. C'est pour ça que j'avais décidé de jouer le rôle principal, parce qu'aucun autre acteur n'aurait gardé la même apparence pendant 4 ans et n'aurait été disponible à chaque fois que j'avais l'occasion de tourner. I have a chance to shoot. So that was the reason I had to play. C'est pour ça que j'ai joué dedans. Et le Walkover était simplement la continuité de ce film, mais avec du matériel et une équipe professionnelle. Equipment and the crew, because the very first one, which was called Signe Particulier Néant, in Polish Rysopis. Mon tout premier film, intitulé Signe particulier, Néant, était un film amateur, bien évidemment. Je le tournais avec 2 personnes, un caméraman et un ingénieur du son. C'est tout. On faisait tout par nous-mêmes. Le Walkover, ça, c'était une expérience vraiment professionnelle. Was terrifying because when they put how many camera setups you made this day and they put one
Le plus incroyable, c'est que les rapports de production quotidiens étaient terrifiants quand on compare le temps qu'on mettait à installer une caméra à cette époque avec maintenant. Avant, on mettait 11 minutes à en installer une, par exemple. C'est le genre d'histoire de jeunesse dont je me souviens. Actually, it was a very, very professional film. And from this movie, you show a certain taste for virtuosity with this astonishing shot when you are sitting at the table. En effet, c'est un film très professionnel dans lequel vous montrez déjà un goût pour la virtuosité avec ce plan étonnant lorsque vous êtes assis à la table et que vous commencez à courir. Il dure plusieurs minutes, mais c'est incroyable pour cette époque, la prouesse de cette prise. Well, yes, and it was a kind of competition between not only film students, but I think generally. Oui, il y avait une sorte de compétition, pas seulement entre les étudiants en cinéma. La tendance à cette époque était la liberté de mouvement de la caméra, mais aussi une compétition internationale entre nous. Les réalisateurs de la nouvelle vague, pour faire ces prises extravagantes et montrer la liberté de mouvement de la caméra. J'en faisais partie. Et c'est vrai que parfois, les plans étaient vraiment formidables, je dois dire. Très impressionnant, en effet. Et après ça, comment en êtes-vous à réaliser le départ en Belgique ? That was pure coincidence, I was. C'était une pure coïncidence, vous savez. C'était mon troisième film. Juste après Walkover, j'avais réalisé La Barrière. Le film a été présenté au Festival du film de Bergame. Je ne sais pas s'il existe encore ou si c'était éphémère. Mais il y avait une récompense financière à la clé. Et on avait tous envie de la voir. A festival with the money prize. So we were all very anxious to get that money prize. It wasn't a big money, I don't know, something like. Ce n'était pas beaucoup d'argent. C'est peut-être $5,000. Plenty of very well-known people competing for that. Mais il y avait plein de réalisateurs connus en compétition, dont votre Claude Lelouch, par exemple. And I won this festival with The Barrier. And therefore there was a little interest, some interest. J'ai gagné ce festival avec La Barrière. Et le monde du cinéma a commencé à s'intéresser à moi, à ce que j'allais faire ensuite. Les Néerlandais m'ont contacté pour que je tourne un film à Amsterdam. Mais on ne pouvait pas communiquer. Je ne parlais pas d'autre langue à l'époque, et évidemment, ils ne parlaient pas polonais. Par miracle, ils ont trouvé une vieille dame, une Belge, qui parlait polonais, et qui est devenue notre traductrice. Mais les discussions duraient des heures et des heures. Et vous savez comment sont les Néerlandais. Ils sont très pointilleux sur les questions d'argent. D'un coup, à ma grande surprise, cette femme m'a dit « Bon, on arrête de parler avec eux maintenant. Ils sont néerlandais, ils ne vous donneront jamais d'argent. Je vais vous financer votre film. » Comment ça ? Et elle m'a répondu « La seule condition, c'est que ça doit parler de voiture. » Mon mari publie un magazine automobile en Belgique. Donc je peux vous trouver de l'argent pour votre film. Mais il faut que ça parle de voiture. Donc j'ai tout de suite eu l'idée de ce jeune homme, obsédé par les Porsche. Et c'est comme ça que ça s'est passé. And this young man is Jean-Pierre Léaud. Why did you choose him for this role? Ce jeune homme est joué par Jean-Pierre Léaud. Pourquoi l'avoir choisi pour ce rôle ? Vous avez dit que vous ne contrôliez pas son jeu à l'époque et qu'il incarnait la transition vers l'âge adulte, qui est le thème de votre film. Comment était-il, Jean-Pierre Léaud ? Vous savez, à l'époque, je n'avais pas vu beaucoup de films occidentaux. Still in a full bloom in 1965, 66, 67.
Parce qu'en 1965, 66 et 67, le régime communiste battait son plein et on n'avait pas accès à ces films-là. C'est seulement quand j'allais à l'étranger que je pouvais voir un film de Godard ou un film de Truffaut. Alors, quand je réfléchissais au casting pour mon rôle principal, Jean-Pierre faisait partie du peu d'acteurs que je connaissais. Je l'avais vu dans Masculin-Féminin, avec Catherine Duport. Comme mon film était totalement différent de Masculin-Féminin, je me suis dit, pourquoi pas voler les acteurs de Truffaut, les mettre dans mon film, les faire jouer différemment, et ça a marché. En 1968, vous avez dit être très influencé par la nouvelle vague française, en particulier Jean-Luc Godard. Comment vous a-t-il influencé à cette époque ? Well, to be very honest with you, I wasn't influenced because, as I said, I haven't seen those. Pour être tout à fait honnête, il ne m'a pas influencé. Parce que, comme je l'ai dit, je n'avais pas vu ces films quand j'ai réalisé mon premier film. Particularly now. I was making this film when I was in the film school, which was 1961, 2, 3 and 4. Pendant mes études, entre 1961, 63 et 64. Je ne les avais pas vus, mais il y avait du changement dans l'air. Le cinéma a changé et on savait que les gens en France utilisaient des caméras portatives. And having such a minimalistic possibilities of making films in a film school. Comme on avait des possibilités très minimalistes, limitées pour tourner des films, à l'école en particulier, c'était naturel pour nous d'utiliser des caméras portatives pour faire des films maison. So, and then when we met for the first time, all of us, Quand on s'est rencontrés pour la première fois au festival du film de Pesaro, j'ai rencontré Milos Forman, qui présentait son premier film, L'As de pique. Bertolucci, Bellocchio, I met Volker Schlendorf, Alexander Kluge, all those guys who were. J'ai rencontré Bernardo Bertolucci, Bellocchio, Volker Schlendorf, Alexander Kluge, tous ces réalisateurs qui faisaient des films très similaires au même moment. C'est ce qu'on appelle la nouvelle vague. Discovery, but also the discovery of the generation of the young filmmakers who were trying to desperately to make films which il n'y avait pas que des innovations françaises. Il y avait toute une génération de jeunes réalisateurs qui essayaient désespérément de faire des films avec les moyens du bord, sans matériel, sans grue, sans gros budget. Nous avions très peu d'argent et des moyens très minimalistes pour réaliser des films. Est-ce que vous avez choisi Willy Curran comme directeur de la photographie pour une raison particulière ? And Willy Curran was also one of the very few cameramen which I have seen. Willy Curran était un des rares directeurs de la photographie que j'avais vu travailler. Et l'avantage pour moi, c'est qu'il parlait un peu russe. I didn't speak, as I said, I didn't speak any language than Polish and some Russian. Comme je l'ai dit, je ne parlais que polonais et un peu russe, parce qu'on était obligé de l'apprendre à l'école. Donc je parlais russe avec Willy Curran sur un plateau belge. Et il parlait bien russe? No. He knew the basic words, but at least, there was. Non, il ne connaissait que les mots de base, mais au moins on pouvait communiquer. And the style is very different from the walkover, with a lot of camera shots on the shoulder. The style is very, very different. One film and another, and le style est très différent de Walkover, avec beaucoup de plans caméra à l'épaule. D'un film à l'autre, ça change totalement. C'est ce que vous vouliez pour ce film? Des prises brusques? Well, again, it was a matter of equipment. Encore une fois, c'est une histoire de matériel. Le départ était vraiment un petit budget. Magazine publisher husband, I don't think they put more than $50,000 to make this film.
La dame belge et son mari qui publiaient le magazine automobile n'ont pas dû me donner plus de $50,000 pour faire ce film. Donc nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir du matériel très performant. Ce n'était pas possible de faire des plans à la grue ou de long travelling. Et la musique du film est vraiment remarquable. Comment avez-vous pu travailler avec Christophe Komeda, votre compositeur préféré? With Christopher Komeda, we were the old friends. I was following their. Christophe Komeda et moi sommes de vieux amis. J'ai suivi très tôt sa carrière. J'étais obsédé par le jazz, et Christophe jouait le jazz que je préférais. Donc j'étais très heureux de pouvoir travailler avec lui. C'est un honneur. Ça a été aussi bénéfique pour lui de m'aider pour ce film. Une dernière question, quel est votre avis sur ces deux films, 50 ans plus tard, quand vous les regardez maintenant? Quelle idée vous en faites-vous? Well, I can admire the efforts of the young men, and of course now when I shot kind of big budget films and different films and here and there. J'admire les efforts du jeune homme que j'étais. Et aujourd'hui, quand je tourne des films à gros budget ou d'autres films ici ou là, je peux dire que j'ai sûrement fait du mieux que j'ai pu, avec les moyens que j'avais à l'époque. Ça aurait été difficile de faire mieux. Alors bravo au Skolimowski de 20 ans. Bravo too, thank you very much. Un grand merci à Marion Echard de Malavida pour la réalisation de cette interview. Je rappelle que le départ est en salle depuis le 21 novembre dans sa version restaurée. J'ajoute également que Jerzy Skolimowski sera l'invité d'honneur du prochain festival Toute la mémoire du monde à la Cinémathèque française en mars prochain et que 4 films en version restaurée couvrant l'ensemble de la carrière de Skolimowski, de ses débuts à sa période américaine, Signe particulier néant, Walkover, Travail au noir et Le bateau phare, ressortiront également au mois de mars. À quoi tu penses quand tu me laves les cheveux, comme ça, en silence? Je pense à ma maman. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire une caution? C'est une garantie. Bon. Alors voici de l'argent, plus ces cheveux qui en valent beaucoup. Excusez-moi, de quoi s'agit-il? Mais ces cheveux valent 10 000 francs! Je ne le conteste pas. Oui, bon, alors voilà, je veux louer une Porsche, alors voici de l'argent, plus ces cheveux qui en valent beaucoup. Il vaut mieux téléphoner à quelqu'un qui a une Porsche. Tu as remarqué ma technique du contre-braquage? Ça passe, la jeunesse. Dehors! Oui, ils étaient au lit, je suppose qu'il y en avait même qui étaient nus. Imbécile! Vous disiez? Non, rien du tout, madame. Et tout de suite, on parle de l'histoire mouvementée de la Dame de Shanghai d'Orson Welles. Dans notre histoire du cinéma, nous parlons de La Dame de Shanghai d'Orson Welles, réalisée en 1947 à l'occasion de la sortie en DVD Blu-ray d'une édition ultra collector chez Carlotta, accompagnée d'un très copieux livret Mémoire d'un film, un recueil de textes, d'analyses et d'interviews qui a inspiré cette histoire de cinéma. Orson Welles, une légende du 7e art, qui a couru toute sa vie à la recherche du chef-d'œuvre qu'il pensait ne jamais avoir entrepris. Écrasé très tôt par la renommée de Citizen Kane, son premier long métrage qu'il tourne à seulement 25 ans, Welles, le génie précoce, deviendra très vite le cinéaste maudit, brimé par les studios, l'artiste capricieux et exigeant qu'Hollywood chassera sans état d'âme. I knew I'd find you two together. If I hadn't, Elsa, I might have gone on playing it your way. You didn't know that, but you did plan for me to follow you. You've been drinking. I presume you think that if you murder me here, your sailor friend will get the blame and you'll be free to spend my money. Well, dear, you aren't the only one who wants me to die. Our good friend, the district attorney, is just itching to open a letter that I left with him. The letter tells all about you, lover. So you'd be foolish to fire that gun. With these mirrors, it's difficult to tell. You are aiming at me, aren't you?
I'm aiming at you, lover. Of course, killing you is killing myself. It's the same thing. But you know, I'm pretty tired of both of us. Sa carrière sera toujours placée sous le signe de l'inachevé et de l'inaccompli, comme si le cinéaste ne pouvait se résoudre à terminer une œuvre, jusqu'à l'exhumation posthume de son film ultime, The Other Side of the Wind, aujourd'hui enfin visible, plus de 30 ans après sa création. Et pourtant, la filmographie du maître scelle bien des pépites, et La Dame de Shanghai, qu'il tourne en 1947, en est une assurément. Un film qui naît d'une légende, celle alimentée par le journaliste Erskine Johnson, qui a prétendu qu'Orson Welles avait téléphoné à Harry Cohn, le redoutable magnat de la Columbia, pour lui demander les quelques dizaines de milliers de dollars dont il avait besoin pour continuer la production du Tour du monde en 80 jours, ambitieuse comédie musicale qu'il mettait en scène à Broadway, en passe de devenir un fiasco financier. Le mogul accepta de lui donner l'argent, à condition que Welles réalise un film pour lui. Le réalisateur lui aurait alors proposé l'adaptation d'un roman qu'il n'avait même pas lu, If I Die Before I Wake de Sherwood King, dont il avait opportunément aperçu la couverture au moment de son échange avec Cohn. William Castle, producteur exécutif de La Dame de Shanghai, livre lui une toute autre version. C'est lui qui aurait rédigé un traitement du roman et l'aurait remis à Welles, qui l'aurait proposé à Cohn sans l'avertir. Welles s'attaque à l'adaptation du roman et change de titre. Il appelle d'abord son scénario Black Irish, en référence au personnage de Michael O'Hara qu'il interprète, un marin irlandais qui sauve d'une agression une jeune femme, Elsa Bannister, avec laquelle il embarque sur le yacht de son mari pour une croisière vers San Francisco. Puis le cinéaste suggère Take This Woman et The Girl from Shanghai, avant que le choix définitif soit porté sur The Lady of Shanghai. Welles subit la censure du code ACE qui lui demande de réécrire la fin initialement prévue dans laquelle Elsa Bannister, meurtrière, finissait par échapper à la justice en se suicidant. À la place, les deux époux Bannister s'entretuent, ce qui paraît moralement plus acceptable. La recherche de l'actrice pour incarner Elsa Bannister, la femme fatale et manipulatrice, commence. Harry Cohn impose rapidement à Welles Rita Hayworth, la seule véritable star de la Columbia. Or, il se trouve qu'Orson Welles et Rita Hayworth sont mariés à la ville depuis 1943 et que leur relation s'est depuis fortement détériorée. De plus, les deux comédiens sont censés jouer deux amants emportés dans une spirale de mensonges et de crimes. Rita Hayworth sort tout juste du triomphe de Gilda, qui a fait d'elle une icône glamour. Mais Welles veut donner une toute autre image de l'actrice, loin de la femme à la chevelure rousse et gantée de noir. Il décide de la transformer en blonde platine aux cheveux courts, ce qui a pour effet de mettre en fureur Harry Cohn. Le reste de la distribution, Welles le puise dans sa troupe du Mercury Theatre, déjà présent dans Citizen Kane et La Splendeur des Amberson. Ainsi, Everett Sloane interprète le mari de Rita Hayworth, le brillant avocat pénaliste Arthur Bannister. Et Glenn Anders joue l'associé d'Arthur Bannister, George Grisby, qui propose à Michael $5,000 pour signer un papier dans lequel il confesse avoir tué Bannister. Orson Welles ne veut pas s'enfermer dans les studios et privilégie les décors en extérieur, un choix qui s'éloigne des standards de production de l'époque. Ainsi, il tournera l'une des séquences les plus marquantes, à la tonalité quasi documentaire, dans le Mandarin Theater du Chinatown de San Francisco. Le tournage débute en octobre 1946. L'équipe, composée d'une 50aine d'acteurs et de techniciens, s'installe pendant plusieurs semaines au Mexique et à Acapulco et tourne plusieurs séquences sur le yacht d'Errol Flynn, nommé le Zaka, rebaptisé dans le film le Circé. Welles ne cesse de réécrire le scénario, ajoutant à l'intrigue des éléments plus personnels, comme le ton très satirique de la scène du procès où le juge joue aux échecs à l'heure du verdict, et cette réplique lancée par son personnage à la compagnie de Bannister, dans lequel il les compare à une bande de requins prête à s'entre-dévorer, attirés par l'odeur du sang. You know, once, off the hump of Brazil, I saw the ocean so darkened with blood it was black, and the sun fainting away over the lip of the sky. We'd put in at Fortaleza, but a few of us had lines out for a bit of idle fishing. It was me had the first strike. A shark it was. Then there was another, and another shark again. It's all about the sea was made of sharks, and more sharks still, and no water at all. My shark had torn himself from the hook, and the scent, or maybe the stain, it wasn't him bleeding his life away, drove the rest of them mad. Then the beasts took to eating each other. In their frenzy,
They ate at themselves. You could feel the lust to murder like a wind sting in your eyes, and you could smell the death reeking up out of the sea. I never saw anything worse until this little picnic tonight. And you know, there wasn't one of them sharks in the whole crazy pack that survives. I believe in you now. Wells se plaint vite de la lourdeur du tournage et du retard technique, mais il est surtout victime de nombreux incidents. Un assistant caméra fait un arrêt cardiaque et meurt sur le yacht d'Errol Flynn alors qu'il préparait une prise de vue. Wells se fait empoisonner par une méduse puis se blesse, provoquant l'arrêt du tournage. Puis c'est Rita Hayworth qui tombe malade, atteinte d'une vilaine grippe. Mais surtout, l'actrice ne supporte plus son époux de cinéaste et en vient même à quitter momentanément le tournage. Au bord du divorce, le couple pouvait espérer que la Dame de Shanghai soit leur bouée de sauvetage, mais les tensions accumulées auront finalement raison de leur union. Avec son chef opérateur, Charles Laughton Jr., Wells s'attache à d'importants défis techniques et s'essaye à d'intenses expérimentations visuelles. Il porte une attention toute particulière à la fin du film, qui se déroule dans un parc d'attractions que le cinéaste a repeint durant des nuits entières. À l'intérieur, Michael, qui a échappé aux policiers lors de son procès, voit le couple Bannister s'entretuer dans un palais de glace. 270 mètres carrés de surface réfléchissante, constituée de 104 grands miroirs mesurant plus de 2 mètres de hauteur, dont 24 étaient déformants, ont été nécessaires à la réalisation de cette séquence, d'une inventivité et d'une virtuosité sidérante. Le tournage s'achève en février 1947, avec un dépassement de budget de 2 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, Wells termine un premier montage d'une durée de 2h30. Mais Harry Cohn, mécontent, ordonne de retourner plusieurs scènes et demande d'ajouter des gros plans de Rita Hayworth. Dépité, Wells doit changer de chef opérateur, convoquant tour à tour Rudolph Mattei puis Joseph Walker, et doit filmer les nombreux gros plans en studio de sa comédienne vedette. Les coupes imposées par Cohn rendent le montage du film de plus en plus chaotique. On demande même à Wells d'écrire une voix off supplémentaire prononcée par Michael O'Hara sur toute la durée du métrage. La post-production échappe de plus en plus au cinéaste, qui ne supervise ni l'enregistrement de la musique composée par Heinz Rommeld, ni la bande sonore dans laquelle le cinéaste souhaitait inclure des musiques latino-américaines savamment choisies. Le montage final, ramené à 1h30, ne trouvera pas grâce aux yeux de Wells, qui n'aura de cesse que de le critiquer. Harry Cohn veut que la promotion du film soit presque exclusivement centrée autour de Rita Hayworth et de son image glamour, véhiculée par Gilda. Dans une affiche publicitaire parue au moment de la sortie du film, on peut même y lire « Vous oublierez qu'il n'y a jamais eu une femme comme Gilda quand vous ferez la connaissance de la Dame de Shanghai ». Orson Welles n'apprécie pas cette publicité ni les critiques à son endroit, qui lui reprochent sa mégalomanie et sa volonté de tout contrôler, mais aussi son interprétation de Michael O'Hara, que certains jugent guère convaincante et pas adaptée au personnage. On se moque même de son faux accent irlandais. Certaines critiques sont cependant plus positives, bluffées notamment par la scène du parc d'attractions, rebaptisée le Palais de la Folie, devenue depuis l'une des séquences les plus imitées de l'histoire du cinéma. Mais elles n'empêcheront pas le film d'être un échec commercial. Amer et résigné, le cinéaste reniera le film, remonté contre son gré et saboté par le studio, et s'en ira tourner 2 adaptations de Shakespeare consécutives, Macbeth et Othello, avant de retenter quelques années plus tard sa chance au sein des studios avec La Soif du Mal, qui connaîtra le même sort. Bien qu'amputée de sa vision originale, La Dame de Shanghai demeure l'une des œuvres les plus envoûtantes et déroutantes d'Orson Welles, dans laquelle le cinéaste se joue des codes du film noir et où il parvient, le temps d'une sublime séquence dans un aquarium, à transfigurer une histoire d'amour banale en romance inquiétante et morbide d'une ténébreuse beauté. I don't want you to worry about us, Rosina. Oh, Michael, I'm making arrangements. The things you said yesterday about money. You didn't sound like you. You're not going to try anything foolish, are you? I'm afraid so. Something very foolish indeed. I, Michael O'Hara, in order to live in peace with my God, do freely make the following confession. Read the last part. That explains the whole of it. We arrived at the boat landing at approximately 10:20. Mr. Grisby said he heard a sound, something suspicious. He said he was frightened of a hold-up and asked me to get the gun out of the side pocket of the car just in case. I reached in and got the gun, but I had hardly taken hold of it when the gun went off by accident in my hand. Then I saw that Mr. Grisby was all covered with blood. It took me a minute to realize that Mr. Grisby was dead, to realize that I, Michael O'Hara, had killed him.
I don't understand, Michael. What were you doing with George in Sausalito? It says Mr. Grisby wants to spend the night on a yacht and asked me to drive him there. That's when I killed him. You see, with a rough tide there is in the bay, they wouldn't recover the body if there was one. You don't understand, darling. He isn't dead yet. Grisby's alive. He won't be murdered till tonight. Is that foolish enough for you? My husband wrote that thing and got you to sign it for him. It's one of those famous Bannister tricks. No, it's Grisby's idea. It seems Mr. Grisby wants to disappear, and this is a scheme of his to get himself declared dead. There's more to it than that, Michael. I don't know what, but there's more. It's a trap of some kind. You meet George tonight, just as he arranged. Go with him to Sausalito and do whatever crazy nonsense he asks you to do. As long as nobody gets hurt, it won't matter. Don't let him out of your sight. Maybe George isn't as big a fool as he seems to be, but I'll swear my husband's behind this whole thing. Michael, why did you let yourself get dragged into it? Sure, because I'm a fool. A deliberate, intentional fool. And that's the worst kind. How didn't you know? Yes, my beloved fool. I know. Dans l'actualité des DVD Blu-ray, nous débutons avec 1900 de Bernardo Bertolucci qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Son film Somme, réalisé en 1976, que Wildside édite dans une très très belle édition DVD Blu-ray. Film interprété par Gérard Depardieu, Robert De Niro, Donald Sutherland, Stefania Sandrelli, notamment Dominique Sanda, Sterling Hayden, Burt Lancaster. Enfin, le casting est impressionnant. Une fresque de plus de 5 heures sur les tourments historiques et politiques de la première moitié du XXe siècle, vécu par deux amis, l'un bourgeois, l'autre paysan, que les événements vont progressivement éloigner. Et pour nous parler de ce film majeur et de Bernardo Bertolucci, nous avons par téléphone Alex Masson, journaliste et critique de cinéma, notamment pour Nova et Cinématiseur. Alex Masson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Bertolucci vient donc de nous quitter. Selon vous, quelle trace va-t-il laisser dans l'histoire du cinéma ? C'est une grande question dans la mesure où c'est un cinéaste qu'on connaît peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Je veux dire que là on le voit depuis son décès où tout le monde revient sur la fameuse histoire avec Maria Schneider sur le dernier tango à Paris, et du coup ça occulte beaucoup ses films précédents, surtout que lui-même a eu des carrières différentes. Je veux dire qu'il y a tout un premier penchant déjà ce qu'il a fait avant de réaliser, quand il est assistant pour entre autres Pasolini sur Hackathon, quand il est scénariste pour Sergio Leone par exemple avec Dario Argento sur Le Une fois dans l'Ouest, quand il commence à faire des films qui vont mêler politique, sexualité, société, en gros aller de Marx à Freud, et une seconde carrière après, quand il se lance dans des fresques, on va dire, plus visuelles, comme Le Dernier Empereur par exemple. Sa carrière est très très large. Sa carrière est très large, éclectique, il y a une partie en Italie, majeure à partir des années 60, et Prima della Rivoluzione qui le révèle, puis les années 70. Le Dernier Tango à Paris, vous l'avez mentionné, avec évidemment ce tournage mouvementé vécu par Maria Schneider. Voilà, le tournage se passe difficilement, le film a un accueil, on va dire, contrasté, mais c'est un succès, et le succès du Dernier Tango à Paris lui permet d'envisager une fresque assez monumentale, 1900, qui est sans compter son œuvre la plus démesurée, plus de 40 semaines de tournage, un casting international que j'ai cité tout à l'heure, un film donc dans sa durée de plus de 5 heures. Est-ce que le succès du Dernier Tango lui a à l'époque donné la folie des grandeurs ? Peut-être pas la folie des grandeurs, mais en tout cas c'est ce succès qui est mondial. Faut pas oublier que le film fait scandale un peu partout, au point d'ailleurs d'avoir été interdit en Italie. Genre qu'il y a une loi, il y a un moment, il y a une demande d'un juge pour brûler les copies du Dernier Tango qui existaient en Italie. Mais c'est un succès mondial, et c'est ce qui fait que Alberto Grimaldi, qui est son producteur à l'époque, va pouvoir s'associer avec la Fox, United Artists et la Paramount pour monter 1900 sur un casting gigantesque qui est aussi international. Genre sans Le Dernier Tango à Paris, il y aurait peut-être pas eu 1900. Le malheureux hasard de ça, c'est que 1900 derrière, quand il sort, c'est un film qui a été relativement vite oublié. Alors que c'est effectivement son film somme, son film masse, son film le plus important. Et pourquoi, selon vous, a-t-il été oublié ? D'abord, on peut peut-être d'ailleurs rappeler comment le film a été reçu à l'époque.
Alors, c'est ça la question, c'est que déjà le film qui a été vu à cette époque-là n'est pas celui que Bertolucci envisageait, puisque déjà au départ, il l'envisageait même pas comme un film, mais comme une série télé, déjà à l'époque, il aurait dû faire 5 ou 6 heures, vu l'ampleur du sujet, parce que traiter le 20e siècle, mais si ça s'appelle 1900, c'est déjà très ample, mais surtout, quand la Paramount voit le film, et qu'elle s'aperçoit qu'elle a un film qui est à la fois quelque chose qui est dans le lyrisme et dans les grandes fresques à la Visconti, mais aussi un film très politisé, mais aussi un film très cru, mais aussi un film qui quelque part s'inspire aussi du nouvel Hollywood dans la manière de montrer les choses, dans la manière d'avoir une forme de réalisme et parfois une brutalité, tout en étant opératique. Le souci, c'est que les studios américains ne veulent pas sortir un film de 5 heures, parce que commercialement c'est impensable, et qu'en plus il y a un contrat qui a été signé par la Paramount avec Grimaldi qui dit, nous on sort un film au maximum de 3h15. Donc on a un film qui va être tronqué, qui va connaître 3-4 versions. Donc le film qu'on a vu à cette époque-là, notamment quand il a été montré à Cannes, c'est pas forcément le film qu'envisageait Bertolucci au départ. Donc il y a déjà un problème, c'est qu'on a mis beaucoup de temps à voir ce film dans sa globalité, dans sa version complète, parce qu'il y a eu plusieurs montages qui sont arrivés là-dedans. Après, il y a cette idée aussi de ce que le film raconte de l'époque et de l'Italie de l'époque. Parce que l'Italie à l'époque, quand le film sort, c'est un moment qui est très très compliqué. On est dans les années de plomb, donc ce que ça raconte à ce moment-là, vu que le film est quand même un film très désillusionné, c'est pas simple non plus. Ce qui est plutôt étonnant, c'est de voir que ce film-là, finalement, il fait écho à Il était une fois dans l'Ouest, donc que Bertolucci a coécrit, parce que là aussi, c'était un film sur la fin d'un siècle, sur la fin de nouvelles mœurs, sur une forme d'une violence sociale, politique qui allait arriver. Ces deux films sont en écho, très clairement. Avec le recul de 1976, donc date de la sortie du film, à aujourd'hui, comment on peut interpréter justement l'aspect politique du film? Vous en avez un peu parlé, mais enfin il est quand même très présent. C'est un film essentiellement là-dessus, genre qu'il y a ce côté de vouloir faire une fresque opératique. Genre, c'est pas anodin si, par exemple, Bertolucci demande à Lancaster de jouer un espèce d'aîné dans le film. C'était aussi une manière d'en terminer avec le cinéma de Visconti, qui était des grandes fresques opératiques. Et il faut pas oublier que Bertolucci, ce qui sous-tend son cinéma de tout le temps, de tous ses films, pardon, c'est aussi son histoire à lui, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui venait d'un milieu bourgeois, mais qui était marxiste. Donc il y avait ce côté de comment est-ce qu'on échappe à son milieu, comment on a une relation amour-haine à son milieu, qui a baigné tous ses films quasiment, jusqu'à en tout cas 1900. Après c'est peut-être plus différent, mais jusqu'à 1900 il y a cette thématique qui est là, et le film est lui très très lié justement à des mouvements politiques, parce qu'il est clairement lié aussi à l'histoire de la formation du Parti communiste en Italie, qui à cette époque-là avait une vraie force, une vraie importance. Le revoir par contre aujourd'hui avec 40 ans d'écart, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut faire aussi un parallèle avec un autre cinéaste dont Bertolucci a été assistant, qui est Pasolini, parce que le film s'appelle 1900 mais s'ouvre un tout petit peu, parce qu'il fonctionne en flashback, sur le jour de la libération, le 28 avril 45, si je me rappelle bien, mais il correspond aussi sur le jour où c'est la fin de la République de Salo, donc la République de Mussolini, qui est aussi un des plus grands thèmes de Salo. Genre que les deux films sont très très proches, même si très différents dans la forme et dans ce qu'ils montrent, mais ils sont très très proches sur les inquiétudes d'une révolution sociale qui n'arrive pas finalement. Et puis dans le film, il y a aussi un aspect esthétique évident. C'est une œuvre très picturale, magnifiée par la photo de Vittorio Storaro. Bertolucci voulait, disait-il, visualiser la vie d'un homme à travers les saisons. Et c'est vrai que dans cette nouvelle version restaurée et avec un nouvel étalonnage supervisé par Storaro, on est quand même assez ébloui par la recherche visuelle et picturale du film. Et là aussi, on revient sur un versant politique, parce que le film donc s'arrête sur la libération quasiment, la fin de la guerre, et ça se passe au printemps, alors que l'arrivée des mouvements fascistes, ça se passe en hiver. Symboliquement, c'est pas anodin non plus tout ça. Oui, et d'un autre côté, il y a aussi cette force dans le film, ce qui est admirable chez Bertolucci, aussi c'est sa maîtrise du temps, pour donner envie aux spectateurs qui n'auraient pas le courage, entre guillemets, de regarder 5 heures de fresques politiques et intimes, leur donner l'envie de le regarder, c'est qu'on a tout simplement, enfin en tout cas selon moi, le sentiment qu'il pourrait presque durer 5 heures de plus, que ça j'exagère un peu, mais que ça ne nous poserait pas plus de problèmes. Il y a une maîtrise quand même dans la narration qui est assez étonnante. Qui est d'ailleurs quasiment la même que celle d'un autre cinéaste qui a des liens avec l'Italie un peu familialement, qui est Coppola. C'est-à-dire que si on rapproche, les films n'ont pas grand-chose à voir dans le genre, mais si on rapproche les deux parrains mis bout à bout et les deux époques de 1900 mis bout à bout, finalement ça raconte aussi plus ou moins cette chose-là. C'est-à-dire qu'effectivement comment les hommes résistent au
temps, comment les hommes résistent à leur milieu, comment les hommes résistent à un pouvoir, comment les hommes résistent à un diktat. Les films sont très proches, y compris dans le côté très opératique de la chose. Et c'est ce qui rend effectivement 1900 un film extrêmement digeste malgré ses 5 heures. En effet, une œuvre d'une ampleur et d'une puissance assez considérable, à redécouvrir donc en version restaurée 4K, accompagnée de très nombreux suppléments, dont une longue interview de Bertolucci, réalisée quelques mois avant sa mort, ainsi que des entretiens avec Vittorio Storaro, Gianluca Farinelli, Donald Sutherland et même Robert De Niro. Axel Masson, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Forza avanti, tutti insieme! Non si tocca! La proprietà è inviolabile! Autre sortie DVD et idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année, le coffret Claude Berry qui réunit les 21 films du cinéaste, soit l'intégrale, dans laquelle on peut bien sûr retrouver Le vieil homme et l'enfant, Le pistonné, Le cinéma de papa, mais aussi Je vous aime, Ciao Pantin, Manon des sources, Jean de Fleurette, Uranus, Germinal, et puis ces films plus récents comme Une femme de ménage ou L'un reste, l'autre part. Producteur tout puissant, Claude Berry était le dernier nabab du cinéma français. Il a produit Tess de Polanski, L'ours de Jean-Jacques Hano et La Reine Margot de Patrice Chéreau, ainsi que d'énormes succès comme les 2 premiers Astérix ou Bienvenue chez les Ch'tis. Mais il se considérait avant tout comme un réalisateur, d'où cette très belle édition et ce très beau coffret chez Pathé. Berry, en effet cinéaste, démarre assez jeune, à 29 ans. Il se lance dans la mise en scène et crée Rennes Productions pour financer son premier court-métrage, Le Poulet, en 1962, qui remportera un Oscar à Hollywood. Et puis 5 ans plus tard, c'est son premier long-métrage, Le vieil homme et l'enfant, avec Michel Simon, dans lequel il raconte l'émouvante relation entre un vieux grincheux antisémite et pétiniste, joué par Simon, et un petit garçon juif. Le succès est total, à la fois public et critique. Dans les années 70, Claude Berry continuera dans une veine très autobiographique, avec Le pistonné, Le cinéma de papa ou Le mal du siècle. Et puis au début des années 80, après évidemment Je vous aime et surtout Ciao Pantin, dans lequel il révèle la face sombre de Coluche, il va devenir une sorte d'empereur du cinéma patrimonial français et des œuvres patrimoniales françaises, avec bien sûr le diptyque Jean de Fleurette, Manon des sources en 1986, adapté de Marcel Pagnol, puis ensuite Uranus en 1990, qui réunit un casting éblouissant, adapté de Marcel Aimé, Germinal en 1993, adapté bien sûr de Zola, et Lucie Aubrac en 97 sur la résistance. Et puis en fin de carrière, ce seront à nouveau des films plus intimes, comme la débandade, Une femme de ménage, ou encore L'un reste, l'autre part. Donc une œuvre riche vraiment à redécouvrir dans ce très beau coffret édité chez Pathé, coffret d'ailleurs qui regorge de bonus, avec notamment un entretien avec Alain Cohen pour Le vieil homme et l'enfant, un documentaire inédit réalisé pour l'occasion par notre camarade Jérôme Ouibon,
mais aussi sur Ciao Pantin des entretiens avec l'équipe du film, le making-of de Gerbinal ou de celui d'une femme de ménage. Bref, une édition donc très très complète de ce très beau coffret Claude Berry, édité chez Pathé. T'es devenu fou. Mais qu'est-ce que t'as? Ce que j'ai, je vais te le dire, ce que j'ai. Je suis poète, hein. Parfaitement, je suis poète, hein. Passez-moi Astyanax, on va filer en douce. Ça, bien sûr, tu comprends rien, mais ça c'est un vers, ça s'appelle un vers. Et quand j'aurai trouvé le deuxième, eh ben j'en aurai 2. Et quand j'en aurai 30, quand j'en aurai 50, dire qu'il a fallu qu'on se mette dans la limonade en 33, que la guerre éclate en 39, que la ville soit bombardée en 44 pour que moi, je devienne poète. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 7 janvier pour une nouvelle émission. D'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt sur Séance Radio. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.